ce soir avec vous, Caroline, on va prendre la température avec un thermomètre un petit peu particulier. C'est le thermomètre Solidaris. Et cette question plus qu'importante, on le met où ce thermomètre? Non, calmez-vous, on va le mettre nulle part. C'est en fait Vous me rassurez. le thermomètre des Belges. Ce sont de grandes enquêtes qui sont menées depuis 2012 par la mutualité Solidaris avec Le Soir et la RTBF. Et en fait, ils s'interrogent depuis plus de 2 ans maintenant sur de grandes questions, donc le bien-être de la population. Alors regardez les thèmes qui ont déjà été abordés. Ils ont déjà travaillé notre bien-être psychologique, sur le stress au travail, comment se portent nos ados aujourd'hui, la perception des produits alimentaires, et maintenant ils se sont intéressés aux médicaments. Alors pour mener cette grande enquête, ils l'ont faite sur le net. Ils ont interrogé 1000 patients, 120 médecins, 120 pharmaciens, pour justement avoir leur attitude par rapport aux médicaments. Et ce qui ne vous étonnera pas en période de crise, c'est qu'on se soigne moins bien, mais on consomme quand même beaucoup de médicaments. Donc on va beaucoup moins chez le médecin. Il y a même 44% des familles monoparentales qui n'y vont plus, ou alors qui n'achètent pas les médicaments qui ont été prescrits. Et ce qui est bizarre, c'est que malgré tout, les firmes pharmaceutiques se portent extrêmement bien. On explique comment ce paradoxe? Eh bien apparemment, on est les rois de l'automédication. Alors comment est-ce qu'on explique ça? Par plusieurs phénomènes. D'abord, on vide les boîtes qu'on a à la maison. C'est vrai que souvent, on nous fait acheter des grands conditionnements. On ne va pas au bout, donc dès qu'on en a besoin, voilà, on s'en sert. Les pharmaciens aussi prennent de plus en plus un rôle de prescripteur, parce que si on ne va pas chez le médecin, on va demander conseil au pharmacien, qui va forcément nous conseiller des médicaments qui sont vendus sans prescription, qui sont aussi des médicaments sur lesquels ils font de bonnes marges. Troisième explication possible, on va aussi se renseigner sur le net. Il y a un site notamment Doctissimo qui se porte extrêmement bien, qui est lié à une firme pharmaceutique, et forcément pour tous nos petits bobos, ils auront le médicament en vente. Depuis que je suis sur Doctissimo, j'ai failli mourir 3 fois. Oui, mais c'est clair. Vous jouez au docteur. C'est pour ça que vous n'allez plus voir le spécialiste. Mais c'est vrai que sur Doctissimo, on se fait des frayeurs pas possibles. Enfin, sur le net en général, on l'a déjà dit, mais il vaut mieux ne pas y aller. Donc voilà. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les médecins, donc il y avait donc les 3 pans de l'enquête, donc on s'est intéressé nous aux médecins en particulier. Ils prescrivent trop, pas toujours à bon escient, et on a voulu voir si ça se confirmait sur le terrain. Et donc on a été mener l'enquête auprès de 4 médecins. Regardez, c'est plutôt intéressant, c'est un reportage d'Olivier Badard. L'enquête Solidaris démontre que nous prenons trop de médicaments. La Belgique tient même le 7e rang au classement mondial. Les dépenses en médicaments atteignant aujourd'hui 1,6% du PIB. Dans ce constat alarmant, quelle est la part de responsabilité des médecins? Pour 47% des médecins interrogés, on consomme trop d'antibiotiques. Ce sont pourtant bien eux qui les prescrivent. Les généralistes parlent d'une véritable pression des patients exigeant d'être soignés de plus en plus rapidement. Nous aussi, nous avons voulu sonder la réalité. Nous avons pris rendez-vous chez 2 généralistes et auprès d'une maison médicale. Nous nous présentons en simulant un petit rhume. La maladie sera présente dans tous les cas avec des antibiotiques nécessaires. Pour s'en sortir, soignez antibiotiques. Ce médecin-ci se montrera plus prudent, quoique. Évidemment, ici, c'est viral, donc un antibiotique ne donnerait pas grand-chose. Pour le moment, ça fait mal. Oui, ah oui, donc s'il y a de la trachée, il faut quand même passer par un antibiotique. Alors, Le plus pratique, c'est de prendre des médicaments, un antibiotique et des solutions par la bouche. Du repos est également nécessaire, mais il suffit de plaider l'impossibilité de s'absenter du travail pour en être directement dispensé. Votre travail, vous souhaitez avoir quelques jours de... Non, je ne saurais pas. Vous ne sauriez pas votre travail? Non, pas. D'accord. Est-ce que je peux vous mettre au repos aussi, de 3 jours, pour vous soigner correctement si vous avez... Ok, ça va. Aucun médecin n'a insisté pour imposer le repos. Aux Pays-Bas, c'est pourtant une des clés de l'utilisation raisonnée des médicaments, du repos obligatoire et beaucoup moins de pilules cachées. L'autre grand enseignement de l'enquête Solidaris concerne les médicaments génériques. 56% des patients croient en l'efficacité thérapeutique de ces médicaments génériques, contre seulement 27% des médecins. Alain Cheniot est le responsable de l'enquête. Il a sondé cette résistance des médecins. C'est principalement dans certains types de pathologies où ils sont plus prudents. Je dirais même dans le secteur de l'antibiothérapie, je ne les sens pas très résistants, mais dans le secteur de la santé mentale, quelque part, ils m'ont convaincu aussi que même s'il y avait presque équivalence thérapeutique, l'enrobé qu'il peut avoir auprès d'un médicament, d'une pilule, pouvait provoquer des effets prolongatum ou pas, qui induisaient un certain nombre d'erreurs dans la perception du patient. Voilà un peu peut-être leur résistance. Dans notre cas, et il s'agit bien ici d'antibiotiques, 2 médecins sur 3 ont ignoré les génériques.
Donc on donne de l'augmentin en général ici, donc ça marche pas mal. Donc l'antibiotique, ça s'appelle du Biclar. La maison médicale a respecté son principe du moindre coût en prescrivant non seulement un générique, mais en plus en bonne quantité. Donc, je te mets de l'amoxicilline. Alors, ne sois pas étonné, je mets 500 mg. Et c'est 2 comprimés matin et soir pendant une semaine. Ça fait pile le compte. Parce que si je mets 1 gramme, il y en a trop et on gaspille. C'est con, on gaspille. Notre expérience rejoint bien celle de l'étude Solidaris. Les médecins prescrivent trop d'antibiotiques, ils n'insistent pas assez pour imposer du repos aux malades et négligent encore trop les médicaments génériques, pourtant garants de belles économies pour le secteur. Alors ce qui est effrayant aussi, Caroline, c'est de constater que parmi nos camarades, personne n'était vraiment malade et ils sont quand même tous ressortis avec des antibiotiques. Oui, on se demande à quoi ça sert d'ausculter les patients dans ces cas-là. Effectivement, ça fait peur, d'autant que les médecins sont quand même plus de 50% à reconnaître qu'on consomme trop d'antibiotiques, mais ce sont quand même eux qui les prescrivent. Donc on le voyait dans le reportage, les médecins résistent mal à la pression des patients qui ont envie de retourner au boulot. On le disait aussi aux Pays-Bas, on n'a pas le choix. On nous impose le repos, pas forcément de médicaments si ce n'est pas fondamentalement nécessaire. Ici, c'est encore le patient qui fait la loi. Les médecins qui prescrivent en étant mal informés, peut-être? Oui, alors ils sont étonnamment 70% à avouer prescrire des médicaments pour lesquels, on le voit, ils sont mal informés. Ouais. 96% d'entre eux disent qu'ils ont été de façon malhonnête informés par les firmes pharmaceutiques. Alors ça aussi, ça pose question et il y avait un autre point important à soulever, c'est que 3/4 des médecins ne croient pas dans les médicaments génériques. Ok. Est-ce qu'on a une réaction de l'ordre des médecins par rapport à tout ça? Oui, ça me semblait important. J'ai contacté le professeur Jean-Jacques Rombouts, qui est vice-président francophone de l'ordre. Alors il m'a quand même dit qu'ils n'appréciaient pas fort le système des caméras cachées parce que voilà, les médecins se faisaient facilement piéger. Bon, en même temps, voilà, on constate des choses qui sont interpellantes en même temps. Hein. En même temps, voilà, c'est interpellant, oui. Les médecins qui ne résistent pas à la pression des patients, on en parlait là. Oui. Alors c'est une question qui a déjà été soulevée à l'ordre dans le contexte des certificats médicaux, parce que c'est un petit peu la même chose. Hein, c'est le patient qui exerce une pression et qui finalement obtient ce qu'il veut. C'est exactement la même chose, je le disais, que pour les médicaments. Et donc eux, ils ont interpellé les facultés universitaires par rapport à ça. Et il paraît que les mentalités sont en train d'évoluer chez les plus jeunes générations de médecins. Voilà, à la fois il ne faut pas tous les mettre dans le même sac, mais c'est vrai que dans le reportage, par exemple, c'était un petit peu effrayant de voir qu'à chaque fois, oui, c'est le patient qui décide. Et que dit l'ordre des médecins sur le fait que les médecins sont mal informés sur les médicaments? Alors là, c'est aux médecins de s'informer en fait sur les médicaments, et ces informations ne doivent pas venir uniquement des firmes pharmaceutiques. En fait, tous les mois, ils reçoivent un répertoire commenté des médicaments édité par un organisme officiel. C'est le Centre belge d'information pharmacothérapeutique. Et donc voilà, oui, peut-être qu'ils ont une information de la firme pharmaceutique, mais c'est à eux d'aller voir après et de prendre le complément d'information officielle qui leur est envoyé. C'est quand même un minimum. Alors, quand on dit aussi que 3/4 des médecins ne font pas confiance aux médicaments génériques, l'ordre, ils en pensent quoi? Alors déjà, Jean-Jacques Rombouts me dit que lui se soigne au générique, c'est quand même rassurant. Donc les génériques, le seul truc, c'est qu'ils ne subissent pas les mêmes phases d'évaluation que les médicaments normaux, qui eux ont 4 phases d'évaluation. Ce sont les mêmes molécules, mais il arrive parfois qu'elles ne se présentent pas sous la même forme, et donc que ça induise certaines réactions chez les patients. Mais le professeur Rombouts me disait, c'est plutôt dans le cadre de médicaments plus complexes, dans le cadre de traitement du cancer, par exemple. Donc aujourd'hui, 99,9% des génériques sont sûrs, et si jamais on constate le moindre problème avec un générique, vous pensez bien que c'est corrigé immédiatement. Alors là, c'était pour l'automédication. Vous avez un peu planché là-dessus aussi, Michael. Alors, oui, évidemment, je ne me suis pas intéressé à titre personnel, Sébastien, mais je me suis aussi plongé dans cette fameuse Bible Solidaris de 243 pages. Heureusement qu'il y avait un index, ça m'a permis justement d'aller directement au chapitre automédication qu'évoquait Caroline il y a un instant. Alors le constat, oui, de plus en plus de citoyens font l'économie d'une visite chez le médecin, mais pas l'économie d'une visite chez le pharmacien. Et quand ils vont chez le pharmacien, c'est pas seulement pour acheter de l'aspirine, mais aussi parfois pour essayer d'acheter des médicaments que normalement seuls les médecins peuvent prescrire. Du moins, c'est ce qu'on croyait avant de se rendre. Malheureusement aussi pour votre contact à l'ordre des médecins en caméra cachée, dans une pharmacie, où c'est pas du tout ça qu'on a constaté. C'est de nouveau une enquête d'Olivier Badard. Regardez. C'est un effet de crise évident, un calcul des patients qui font l'économie du médecin, mais pas des médicaments. Les pharmaciens s'y retrouvent bien sûr en première ligne. Analyse du phénomène de l'automédication qui cartonne chez nous.
Tout commence souvent comme ça. On est dans un sale état et une visite chez le médecin s'impose. Malgré tout, on se raisonne en se disant qu'on peut très bien s'en sortir tout seul. Internet est devenu précieux allié pour trouver des compagnons d'infortune, mais surtout pour se persuader que le médicament disponible dans la salle de bain est bien le bon. Rose pour la vie, rouge pour l'amour, noir pour la nuit et bleu pour le jour. Jaune pour être fine, mauve pour être cool, orange pour le rire et marron pour les boules. Une blanche pour être bien, une verte pour la route et Janine, Janine, Janine pour éviter le pire. D'après l'étude Solidaris, 60% des patients vont d'abord regarder ce qui se trouve dans leur armoire à pharmacie. Autre réalité, 38% des patients vont d'abord acheter des médicaments sans ordonnance chez le pharmacien. Pour Alain Cheniot, responsable de l'enquête Solidaris, certaines situations peuvent s'avérer dangereuses. Le plus grave pour moi, c'est l'automédication sans référence ou en se référant à des sites internet. On a lu ça sur tel site et on se dit tiens, j'ai plus ou moins tel type de symptômes, mais donc je vais prendre tel type de comprimé que ma voisine ou ma copine ou bien mon copain m'a fait. Là, c'est là, je pense, l'automédication la plus grave. Le pharmacien, s'il fait bien son rôle, soit ça rentre dans son champ de compétences et peut conseiller un certain médicament qui serait en vente libre, soit il réfère au médecin qui donnera un avis plus autorisé. Et maintenant, regardez bien ce qui suit. Nous mettons au défi notre stagiaire Aurélie d'obtenir un antibiotique en pharmacie. Elle n'a bien sûr aucune ordonnance et son travail commence sur Internet. Trouver le nom d'un antibiotique pour sa sinusite naissante. Les internautes conseillent tous le Zitromax et nous voilà partis en caméra cachée dans une première pharmacie. Alors en fait, je suis fort encombrée et je pense que j'ai de nouveau chopé une sinusite parce que j'en fais assez souvent. Et en général, ce que mon médecin me donne, c'est le Zitromax. Ça dure genre 3 jours, après comme ça, je suis tranquille. Et j'en fais assez souvent, donc je sais... Donc le Zitromax c'est un antibiotique, donc malheureusement moi je ne peux pas vous le donner en tant que pharmacien parce que voilà, il faut une consultation médicale. Ici le pharmacien ne veut pas enfreindre les règles, il se reporte alors sur les médicaments en vente libre. Ces propositions vont rapidement nous faire tourner la tête. On peut toujours nettoyer avec un bon sérum physiologique proposé pour rester, nettoyer. On peut mettre un spray nasal pour décongestionner. En alternative, on a toujours la voie orale qui décongestionne. Et si les maux de tête sont associés, on peut prendre le Sinutab ou le Néocitran. Donc là, on a antidouleur plus décongestionnant. Là, on a le décongestionnant seul, décongestionnant local et produit de rinçage. Tous ces médicaments sans ordonnance, appelés OTC, garantissent de belles marges bénéficiaires aux pharmaciens. C'est peut-être cela qui a motivé notre professionnel ce jour-là à nous exposer tout le rayon. Aurélie tente alors sa chance ailleurs avec la même demande. C'est un antibiotique, hein. Oui. Et là, vous avez l'impression que vous avez déjà besoin de l'antibiotique ou bien ça n'est que... En général, il me prescrit assez vite, comme ça, c'est 3 jours, parce qu'après, ça descend sur ma gorge. Ok, Dites-moi votre nom. Vous êtes déjà venu ici? Non. Ok. Vous avez votre carte d'identité? Oui. Dans cette pharmacie, aucun problème pour obtenir le Zitromax. On va même lui vendre la plus forte dose. Je suppose que c'est du 500, pas du 250. Donc c'est un médicament qui nécessite une prescription, vous ne pouvez pas me ramener la prescription. Et voilà, aussi simple que ça, Aurélie s'est complètement auto-médicamentée avec des antibiotiques puissants. Pas besoin de médecin, un bon site internet, un pharmacien complaisant. Vous avez dit inquiétant? Ben oui. Je trouve que c'est plutôt inquiétant. Oui et non. Moi, je vais vous donner mon sentiment par rapport à la situation. Alors, vous l'avez vu, notre stagiaire, quand elle se présente chez la pharmacienne, elle explique qu'elle est habituée à ce type de pathologie. C'est une sinusite chronique. Elle donne le nom du Zitromax, elle fait comprendre qu'elle connaît bien ce médicament, qu'elle l'a déjà pris. Et donc, a priori, elle n'a développé aucune allergie. Donc, il n'y a vraiment rien d'inquiétant, vu que la pharmacienne, elle joue aussi son rôle dans ce cas-là de service public, puisqu'elle va aider une patiente qui souffre, qui a besoin d'aide. Et en lui donnant cet antibiotique que la patiente connaît bien, logiquement, elle va aider cette cliente qui vient se présenter chez elle. Là où je suis évidemment d'accord sur le fait que c'est inquiétant, c'est que tout ça, c'est faux. Notre stagiaire, elle n'est pas malade, le Zitromax, elle ne connaît pas, elle a juste trouvé le nom sur Internet par rapport à la pathologie sinusite, elle n'est pas allée dans la pharmacie du village,
où on pourrait imaginer que le pharmacien ou la pharmacienne la connaît, donc lui fait confiance et lui dit juste à la fin, rapporte-moi l'ordonnance ou la prescription médicale dans quelques jours. Là, effectivement, c'est le cas, sauf que dans quelques jours, notre stagiaire ne va pas y aller, ne va pas y retourner, et donc elle est quand même repartie avec une boîte d'antibiotiques sans la moindre prescription médicale. La pharmacienne, elle a le droit de faire ça? Moi, je vous propose de poser cette question à Alain Chaspierre. Il est secrétaire général de l'association pharmaceutique c'est effectivement plus simple. belge. On va lui demander de faire son entrée sur ce plateau. Bonjour, merci d'être parmi nous. Alors, je le disais, un pharmacien, est-ce qu'il a le droit de délivrer une boîte d'antibiotiques sans prescription médicale? Eh bien, absolument pas. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, où évidemment l'antibiothérapie génère pas mal de résistance, c'est certainement pas un geste de dispensation à recommander. Donc, je ne peux pas soutenir ce genre d'attitude. Même si notre étudiante, elle n'a pas demandé d'hormones de croissance, elle a demandé un antibiotique, mais un antibiotique qui est courant, qui n'est pas dangereux. Et puis, on le disait, finalement, elle a une âme charitable. Cette pharmacienne, elle le fait pour l'aider, cette patiente. Mais je crois que vous mettez le point sur un problème qui est récurrent en pharmacie, c'est les patients qui sont en traitement chronique. J'ai entendu la notion de chronicité d'ailleurs dans le reportage. Et c'est vrai que les pharmaciens sont très souvent sollicités pour dispenser des traitements chroniques à des patients qui en prennent régulièrement. Maintenant, le cas d'un antibiotique n'est pas un traitement chronique en soi. Et alors ça pose évidemment de gros problèmes parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le pharmacien fait ça pour aider sans doute la personne qui est en face de lui, va lui faire payer le ticket modérateur et donc prend un risque financier parce que si le patient ne ramène pas l'ordonnance, forcément le remboursement n'aura pas lieu. Donc quelque part, les pharmaciens n'ont aucun intérêt à le faire, mais ils le font, pour aider sans doute la plupart du temps les gens. Mais je pense qu'il faut rester dans un cadre. On a un dossier pharmaceutique avec l'historique médicamenteux, vous l'avez très bien souligné, et je pense qu'un pharmacien responsable doit regarder l'historique médicamenteux et donc éventuellement dépanner, même si a priori, ce n'est pas quelque chose d'autorisé. Et au niveau de l'association que vous représentez, finalement, est-ce qu'il y a une volonté de quand même mettre un cadre légal, dans le cadre d'un protocole, de permettre à des pharmaciens, justement, de suppléer, parce qu'on évoque aussi ce problème avec les médecins. Plus de 50% des médecins aujourd'hui, plus de 50 ans, ça va être difficile de tous les remplacer. Un jour, il va manquer clairement de médecins en Belgique. Est-ce que le pharmacien, vous êtes pour qu'on encadre la possibilité qu'il pourrait avoir dans le cadre de la prescription de médicaments? Vous savez qu'actuellement, la profession est en plein développement de ce qu'on appelle le suivi pharmaceutique et les soins pharmaceutiques. Je pense que quand on regarde les différents pays européens, on voit qu'il y a pas mal de services dans ce cadre-là du soin pharmaceutique qui ont été mis en place. Et ça dépend toujours de paramètres, la disponibilité des médecins, la géographie, etc. des lieux. Et il y a des pays, effectivement, les pharmaciens ont l'autorisation de renouveler une fois, par exemple, un traitement chronique. Je pense qu'en Belgique, on verra bien en fonction de la situation. On est en concertation avec les médecins, justement, sur l'organisation de la première ligne de soins. Et je crois que c'est dans ce cadre-là qu'on doit essayer de définir des règles. Alors une dernière question, dans le reportage, un des pharmaciens n'a pas accepté de délivrer des antibiotiques. Oui. Par contre, il propose toute une panoplie de médicaments. Est-ce que, effectivement, c'est parce qu'il y a des marges bénéficiaires importantes sur ces médicaments-là qui font que les pharmaciens sont encouragés, sont tentés d'en prescrire beaucoup, ou là, dans ce cadre précis, il a prescrit vraiment les médicaments, il a délivré les médicaments utiles dans le cadre d'une sinusite chronique? D'accord. Alors, première chose, il faut savoir que dans les médicaments remboursés, la rémunération du pharmacien est complètement dissociée du prix du médicament. C'est un honoraire qui est fixe. Voilà. Dans les médicaments non remboursés et en dispensation libre, forcément, il reste la marge économique. Et c'est le seul moyen dans ce cadre-là au pharmacien d'être rémunéré pour le service qu'il rend. Et quelque part, on peut se poser la question, quand un pharmacien fait bien son travail, qui refuse notamment la dispensation d'un médicament, évidemment, là, dans ce cadre-là, il ne gagne pas sa vie. Bon, voilà, on peut en penser ce qu'on veut. Je pense que c'est bien les systèmes où, justement, on a une dissociation entre le service et le produit. Merci d'avoir fait le point avec nous là-dessus, Alain Chaspierre. On n'a rien à rajouter? Je pense qu'on a tout dit. On a fait le tour. Et puis quand on parle trop de maladies, on se sent pas très bien. C'est vrai? Moi, j'ai mal à la gorge. On va faire une pause pour trouver un truc. On a un pharmacien avec nous.